Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée en notre compagnie. Avant de vous régaler une fois de plus avec notre programme sur mesure, je vous laisse découvrir la météo de demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. C'est encore une belle journée qui nous attend demain. Quelques nuages s'ajoutent au décor, mais pas d'averses ni d'orages prévus en journée, mais potentiellement dans la nuit. Côté température, rien ne bouge, les minimales gravitent autour des 20 degrés, les maximales autour des 30 degrés. Notre département sera encore placé en vigilance orange canicule pour la journée de demain. Malgré tout, les journées sont encore bien longues, mais continuent de se raccourcir, avec 3 minutes de soleil en moins que la veille. Le 5, nous célébrons demain et Hippolyte. Bonne fin de programme à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Quelles sont les dernières actus sur notre secteur? On regarde ça tout de suite dans notre journal. Quel bilan vous faites de cette période de solde? Écoutez, c'était pas mal malgré la grosse chaleur. Tout le monde venait et achetait et c'était top. Faudrait juste que ça dure encore tout le mois d'août. Ça a bien fonctionné. On est très satisfait. Donc voilà, c'est une bonne chose pour nous. On est surtout étonné de la clientèle qui est venue pendant cette période. Et effectivement, on a fait de bons résultats. On a fait de bonnes ventes et les clients étaient au rendez-vous. Donc c'était plutôt très positif. Un bilan correct. Au regard de la situation, si vous voulez, globalement, je suis satisfait. Je suis satisfait du décalage des soldes aussi au 15 juillet. Je trouve que ça nous recadre par rapport aux saisons. Et je trouve qu'on retrouve une cohérence, nous aussi. Les gens aussi s'équipent encore maintenant en t-shirt, en polo, en choses légères, etc. Est-ce que ça a permis d'attirer à nouveau les clients qui se sont fait peut-être un peu plus rares depuis le déconfinement? C'est possible qu'on ait retrouvé une clientèle qui, jusqu'au solde, n'était peut-être pas revenue et qui, du coup, par les prix intéressants, sont peut-être revenus en magasin. Oui, c'est possible. Ouais. Heureusement que les gens reviennent. Oui, ils sont contents d'ailleurs de revenir. Et bon, là, naturellement, le stock était très important vu les 2 mois. On n'a rien fait du tout, c'était fermé. Après le déconfinement, ça a tout de suite très bien fonctionné. Les clients sont venus avec un bon discours de soutien, donc on était très satisfaits à ce niveau-là. On a gardé nos clients. On sentait début mai, c'était un peu une frilosité, une certaine frilosité. Juin, juillet, avec les beaux jours, ils viennent quand même. Et puis à partir du moment où les conditions de sécurité et la confiance est rétablie entre le consommateur et nous-mêmes, je pense que c'est un peu gagné quelque part. Voilà. J'annonce 6 volailles frites et 2 autres parmentiers de légumes. Le chef Jean-Michel Gaillère de retour en cuisine, mais pas dans la sienne. Le traiteur de Holvin a débarqué avec son personnel et ses produits dans l'ancien restaurant du parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Une reprise d'activité qui a modifié ses habitudes. Faut pas se voiler la face, la restauration et les traiteurs, on est dans 2 domaines complètement différents. Il a fallu se réorganiser, le premier week-end a été plutôt archaïque, maintenant on a repris nos repères d'il y a 30 ans. Jusqu'au 23 août, il prend les rênes de ce restaurant éphémère. Une initiative du département de la Moselle pour des expériences gustatives qui sortent de l'ordinaire. Il a candidaté et son projet a été retenu. Il y propose chaque week-end depuis le 18 août des repas à la carte, mais aussi des soirées à thème. Il y a encore 2 rendez-vous, dont un la semaine prochaine, le 15 août, midi et soir, où on a un porcelet farci. On est déjà malheureusement complet pour le midi. Et on a encore quelques places pour le soir. Et le succès est au rendez-vous. Une aubaine pour ce gérant de société qui a enregistré une perte de trésorerie importante cette année. Du 17 mars à fin juillet, on était à un peu plus de 300 000 € de perte de chiffre d'affaires. Certes, on a des clients qui ont reporté à l'année prochaine, mais ça reste quand même une perte parce que je ne peux ouvrir les dates à d'autres éventuels clients. En plus du parc archéologique, 3 autres sites touristiques proposent des repas originaux avec d'autres traiteurs.
les jardins fruitiers de Laquenexy, la maison de Robert Schumann à Sichazel et le château de Malbrouck. Alors que le thermomètre affiche 30 degrés ce matin, Mélissa est venue se réfugier dans le musée de la Cour d'Or avec son fils Naël, qui a fait quelques découvertes. Des statues, des pièces, un cinéma. C'est sûr que c'est plus agréable d'être dans un endroit où il fait frais et puis bon, c'est l'occasion de faire découvrir aussi notre histoire et notre patrimoine. Voilà, c'est une belle occasion. À l'intérieur du musée, la température oscille entre 22 et 24 degrés grâce à la climatisation, mais les visiteurs ne sont pas forcément venus pour se rafraîchir. Pas précisément, non, parce que la dernière fois on avait prévu de visiter le musée, on n'a pas eu le temps. Non, c'est pas spécialement. On nous a dit qu'il fallait venir absolument le voir, alors du coup, mais c'est vrai qu'on est mieux dedans que dehors. It was shown as one of the most touristic attractions in Metz. So, of course, after the cathedral, we came here to walk to see especially the Renaissance part, and I like the Roman times. Ce matin, environ 90 personnes ont franchi les portes du musée et l'affluence atteint les 250 visiteurs par jour depuis le déconfinement. Cela montre à l'évidence à quel point ces lieux patrimoniaux, ces lieux culturels sont importants pour toutes les personnes qui ont subi le confinement et qui ont envie peut-être de prendre d'autres types de repères, de se changer les idées et de se replonger dans l'histoire d'un territoire. À Saint-Julien-les-Messes, le complexe cinématographique amène lui aussi son vent de fraîcheur en cette période de canicule. Une aubaine pour les cinéphiles qui ont clairement choisi les salles obscures pour prendre l'air. Il fait trop chaud dehors et du coup, je préfère un peu aller au cinéma, ça nous rafraîchit. Et voilà. Ça fait du bien, il fait un petit peu plus frais et puis comme ça on va être tranquille une petite heure et demie au frais. C'est parce qu'il fait meilleur à l'intérieur que dehors. On n'a pas forcément envie de rester dehors alors qu'il fait chaud, quoi. Ici, les salles sont climatisées et la température atteint les 26 degrés. En temps normal, les beaux jours ne font pas forcément les affaires des cinémas, excepté en période caniculaire. La fréquentation de ce cinéma est ainsi en hausse depuis ce week-end. Dans les salles, on est entre 25 et 26. On ne met pas plus frais parce que sinon le contraste quand on ressort est beaucoup plus important. On sait très bien que dans les cinémas, il y a moins de monde quand il fait beau et qu'à l'inverse, quand il pleut, c'est beaucoup plus fréquenté. Maintenant, clairement, quand c'est des gros épisodes caniculaires avec des alertes où il y a potentiellement un risque pour une certaine partie de la population, là on sent vraiment qu'il y a des gens qui viennent se mettre au frais dans les salles. L'épisode caniculaire devrait se poursuivre jusqu'à mercredi et l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer, elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Tout au long de l'année, Mosaïque Cristal est parti à la rencontre de chefs d'entreprise sur le secteur. Je vous propose de revoir aujourd'hui quelques-uns de ces portraits mêlant passion et ambition, le tout soldé d'un grand succès. Bonne fin de programme à tous et à demain. Le moulin de Bolminster existe depuis le XVIe siècle. On en parle déjà dans les archives comme existant en 1570. Mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça fait pas longtemps qu'on est ici. Et moi, je l'ai repris avec mon épouse en 1980. Je suis le 7e meunier de la famille. Et le 8e va reprendre là au mois de juillet. Encore quelques mois avant que André Arnett ne prenne sa retraite. Installé à l'origine à Guiderkirch, le moulin Arnett est une entreprise familiale. André y travaille avec son épouse et son fils Jean-François. Quand je l'ai repris en 1980,
C'était un moulin qui était surtout basé sur l'échange blé-farine. C'est-à-dire que l'agriculteur arrivait avec 50 kg ou 100 kg de blé, il ramenait sa farine, je me payais avec les sons qui restaient. Et en 87, nous avons démarré les tournées dans les villages, beaucoup de klaxons, environ 22 villages, que nous avons arrêtés en décembre 2017. Et nous sommes un peu spécialisés dans la vente, dans les supermarchés et aussi dans la boulangerie. Pour survivre, vendre de la farine ne suffit pas. Il y a quelques années, le moulin Arnett a choisi de se diversifier. Tout petit moulin est obligé de se diversifier. On est à 2 km à vol d'oiseau de l'Allemagne, avec des prix de farine de loin inférieurs aux nôtres. Nous avons tout simplement pensé à fabriquer des pâtes alimentaires, des nouilles, et ça fonctionne très bien. La preuve, on est obligé d'agrandir et de changer de matériel plus performant. Pour la fabrication des pâtes, on utilise de la semoule de blé dur et de la semoule de blé tendre, donc celle qui vient de chez nous, du moulin. On la met ici dans le pétrin, on rajoute du sel et des œufs, et de là, une fois que le mélange est prêt, on alimente les différentes machines, les différentes presses, il y en a 4, avec des filières différentes. Donc les filières, ici, pour faire des tagliatelles 7,5, et celle-là pour faire les macaronis. Et nous avons à peu près 14 filières, c'est-à-dire 14 modèles différents de pâtes, jusqu'aux lasagnes. Et ensuite, ces filières, elles sont devant sur la presse, et on recueille les pâtes sur ces glaillettes qu'on met ici, derrière vous, dans cette armoire de séchage, qui est encore partiellement pleine de la fabrication d'avant-hier. Ce séchage dure 30 heures. Donc aujourd'hui, on va d'abord être obligé de vider cette armoire, la deuxième aussi, pour faire une fabrication de nouveau demain, qui mettra de nouveau 30 heures à sécher. Après le séchage, on part donc de ce côté-ci pour l'emballage de ces pâtes. Dans les sachets, 250 grammes. Mais nous faisons également des pâtes fraîches, et surtout pour les scolaires, donc les collèges et les lycées, que nous livrons en direct le matin même, pour le repas de midi. Le moulin Arnett vend ses produits aux professionnels de la boulangerie-pâtisserie, mais son cœur de cible est et a toujours été la ménagère. Le grand-père, qui est mort en 1940, auparavant il disait déjà qu'il fallait faire une bonne farine pâtissière et soigner la ménagère. Donc nous nous adressons surtout à la ménagère, en direct ici à la boutique, ou alors par l'intermédiaire des supermarchés. Notre point fort, c'est la qualité et l'accueil à la boutique de la part de mon épouse. Après 40 ans d'activité, André a encore des projets pour le moulin Arnett. Projet plein la tête, pour l'instant bien entendu investissement matériel et puis la création d'une salle d'accueil pour accueillir les gens, visite du moulin en leur servant un produit du terroir ou un café gâteau, quelque chose de ce genre-là. Une famille, un besoin, un projet innovant, le triptyque gagnant qui a engendré Gaia Trend, le premier fabricant d'e-liquide 100% made in France. C'est à Rohrbach-les-Bitches que la belle idée est développée depuis 2008. Préoccupé par la santé de ses 2 fils fumeurs, Didier Marzel agit et fonde cette société. Son but, proposer une alternative aux accros du tabac. Son ambition était de nous faire arrêter de fumer. Donc après lui étant de formation ingénieur en informatique et en automatisme, il était facile pour lui de concevoir ce dispositif. Le projet verra le jour grâce à la complicité de ces 2 garçons. Xavier, le chimiste, se spécialise et devient aromaticien. Olivier optera pour le génie industriel. Le trio soudé et complémentaire développe l'entreprise et part à la conquête d'un marché immense, les millions de fumeurs français. 10 ans plus tard, la capacité de production journalière atteint 250 000 flacons. La pénétration du marché national dépasse les 50%. On a réussi à monter cette société à ce niveau, avec 150 salariés, être le 2e employeur local du pays de Bitche, qui pour nous est une vraie satisfaction aujourd'hui. Gaia Trend s'étend sur 7000 m² de locaux, équipés à la pointe de la technologie. En 2016 et 2017, l'entreprise a investi 1 million d'euros, dont une grande partie pour l'automatisation. L'objectif est de mieux maîtriser l'ensemble de la chaîne de production et de répondre à la demande grandissante des clients.
Le marché de la cigarette électronique étant un marché en croissance, et il a fallu pouvoir répondre vraiment de manière très rapide aux besoins des boutiques et des consommateurs. Donc au final, il fallait investir dans des chaînes de plus haute cadence pour pouvoir répondre à cette demande, tout en gardant le facteur humain, parce qu'aujourd'hui les opératrices n'ont pas été supprimées, mais en revanche, sur ces machines qui sont plus automatiques, font un travail qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'elles peuvent se concentrer sur la qualité finale du produit et ainsi garantir une sécurité maximale aux consommateurs. Chez Gaia Trend, investissement et développement vont de pair avec l'embauche. En 2017, on compte 24 nouveaux CDI, notamment en laboratoire. Le Labo des mélanges est une salle stratégique. Ici, une centaine de saveurs différentes sont préparées avant d'alimenter les chaînes de conditionnement. Dans ces locaux, l'hygiène et la sécurité sont poussées au paroxysme. Pour répondre aux normes de qualité de type ISO 9001, la visite des lieux ne peut se faire qu'avec une charlotte, des lunettes, une blouse et des surchaussures. Passé la partie industrielle, on entre dans une salle étonnante où trône l'orgue de l'aromaticien. On touche à l'art des arômes et des senteurs. C'est ici qu'est menée la recherche et le développement de nouveaux liquides grâce à l'alchimie des molécules. Il y a déjà eu un très gros travail de recherche en fait, au sein du laboratoire aromatique. Il a fallu recatégoriser l'ensemble des molécules. Quand on sait qu'on en a 2500 à 3000, c'est vraiment un travail de fourmi. Mais c'est ce qui nous a permis d'avoir des bases quand même très solides, d'acquérir énormément de savoir, d'expérience. On est capable aujourd'hui d'assembler de plus en plus des arômes proches de la réalité. Quand on essaye de faire un développement sur une pomme, on essaye de viser vraiment la saveur qu'on a quand on croque dans une pomme fraîche et pas forcément le goût d'un bonbon à la pomme. Dans un environnement économique mondialisé et hyper concurrentiel, Gaia Trend recherche la qualité absolue pour ses produits. Les composants qui entrent dans la fabrication des e-liquides sont 100% d'origine française et répondent aux normes AFNOR. L'entreprise familiale revendique 2 valeurs fondamentales, le respect de la santé et le respect de la nature. On connaît la composition des liquides. Dans la cigarette de tabac, il y a 3 à 4 000 molécules différentes. Il y en a déjà beaucoup qui sont présentes au départ, et puis la combustion va en générer une multitude d'autres. Dans la cigarette électronique, on contrôle ce qu'on a dans le liquide et on contrôle que ce qu'on a dans le liquide ressorte bien dans la vapeur. Donc on arrive quand même plus facilement à contrôler le contenu d'une cigarette électronique. Donc nous, on peut vraiment aujourd'hui dire que ce qu'on a dedans est vraiment sain, non nocif pour l'organisme. Gaia Trend aurait pu développer son activité ailleurs qu'à Rohrbach-les-Bitches pour rejoindre une zone industrielle. Mais les dirigeants sont attachés à leurs racines et se plaisent à être des acteurs de la vie économique et sociale de leur commune et des alentours. À l'image de l'opération Une rose, un espoir, où ils assurent le repas des motards et offrent les gilets de sécurité. Oui, il aurait été plus facile d'être en zone, mais comme tout a démarré aujourd'hui à Rohrbach-les-Bitches, et qu'on est issu de ce village, et qu'on a un ancrage local quand même très actif, on ne se voit pas déménager aujourd'hui. D'ici à 2020, Gaia Trend va investir près de 10 millions d'euros dans l'outil industriel. 3 nouveaux bâtiments viendront jouxter l'existant, c'est dire l'ambition de croissance de la société. Avec notre ancienneté de 10 ans, donc de continuer à rester leader sur les produits du vapotage, de continuer notre extension vers l'international, ça fait partie des objectifs de la société, de pouvoir reprendre également les rênes de la société, parce que donc Didier Marzel, le fondateur, pense tout doucement à se retirer pour laisser la place à ses fils. 2 fils qui veulent relever d'autres défis, motivés par le potentiel énorme qu'offre le marché. En France, sur 17 millions de fumeurs, seuls 1,5 million vapotent. Nous sommes à Götzenbrück chez BSR, un laboratoire spécialisé dans la fabrication de prothèses dentaires. Cette histoire a démarré il y a 24 ans. Le laboratoire a commencé en 1995. À l'époque, j'étais associé avec M. Brice Boedga. Nous avions l'occasion de nous mettre à notre compte à peu de frais en rachetant un petit laboratoire existant. Très vite, le laboratoire s'est développé. De 3 salariés au départ, on est très rapidement passé à 7 salariés, ce qui nous a forcé à construire un nouveau local beaucoup plus adapté. Aujourd'hui, nous sommes 10 salariés. Le nouveau laboratoire a vu le jour en 2000. 300 mètres carrés d'ateliers équipés pour répondre aux normes modernes de la prothèse dentaire. Sabrina Bourg a intégré l'entreprise en 2001 et est devenue co-gérante en 2012. Elle nous présente les différents types de prothèses que le laboratoire conçoit. Le point de départ d'une fabrication d'une prothèse dentaire est l'empreinte dentaire. Ce que le patient connaît couramment, c'est la prothèse amovible, type dentier,
qui est réalisée suite à un moulage dentaire. Donc nous avons différents types de prothèses amovibles. Nous avons des prothèses amovibles avec des châssis métalliques qui peuvent être fabriquées en méthode de cire perdue ou de l'impression 3D. Aujourd'hui, on a l'empreinte traditionnelle en silicone et les praticiens sont équipés d'empreintes optiques intrabuccales et qui leur permettent de nous envoyer des fichiers numériques. Et de ces fichiers numériques, nous pouvons imprimer des modèles en 3D et travailler sur les modèles 3D. Nous sommes spécialisés également dans la fabrication de couronnes dentaires, donc que ce soit des couronnes unitaires ou des bridges dentaires en plusieurs matériaux. Donc nous faisons de la céramique, de l'oxyde de zirconium, nous travaillons la métallurgie. Un bridge, c'est un pont, donc il nous manque une dent. Et donc pour pouvoir connecter une dent au milieu, il faut qu'on se rattache aux dents adjacentes. Donc on a cette option et on a aussi une autre option. Si le praticien peut poser un implant dentaire, nous sommes en mesure de réaliser la suprastructure, ce qui nous permet d'éviter de casser les dents adjacentes et de créer une couronne directement sur cet implant dentaire. Pour proposer un panel aussi large de produits, l'entreprise s'est dotée d'un équipement à la pointe de la technologie. En 2018, elle a investi 60 000 € dans l'achat d'une imprimante et d'une usineuse 3D avec l'aide de la région Grand Est. Le laboratoire s'est équipé progressivement d'outils de nouvelles technologies, tout ceci pour proposer des matériaux de nouvelle génération pour répondre à toutes les demandes des praticiens. Un métier en constante évolution, les techniciens disposent également d'un grand savoir-faire. L'intervention humaine nécessite un grand savoir-faire, notamment pour ce qui est de l'ajustage sous binoculaire. C'est des techniciens qualifiés qui ajustent les pièces. Et on a également la stratification céramique qui est très artistique. Dans notre métier, l'homme et la machine exercent un travail complémentaire. La politique de l'entreprise a été dès le départ d'essayer de faire ce qui se faisait de mieux techniquement au niveau de la prothèse dentaire, ce qui nous a permis d'acquérir une grande réputation auprès de notre clientèle. Nos produits sont exclusivement destinés aux praticiens chirurgiens dentistes, aux stomatologues, implantologues, de même que des laboratoires de prothèses dentaires et en aucun cas directement pour des patients. Grâce à ses exigences de qualité, le laboratoire BSR est un fleuron de l'industrie dentaire. Présente depuis plus de 20 ans au Pays de Bitche, cette petite entreprise est un exemple de réussite professionnelle en milieu rural. À Rohrbach-les-Bitches, la boulangerie-pâtisserie Petit Jean est un établissement qui a su conquérir le cœur de ses clients grâce à son ambiance chaleureuse et à l'authenticité de ses produits. La boulangerie a commencé en 1995. C'est mes parents qui l'ont créée. Ils étaient ouvriers jusqu'à l'âge de 38 ans. Mon père était boulanger en Allemagne pendant 20 ans. Ensuite, il a décidé de s'installer à son compte. Donc, ils ont eu l'opportunité de reprendre une affaire sur Rohrbach. On n'était pas situé au 47 rue Pasteur, mais au 12 rue Pasteur. Et à environ 6 ans de cela, il a racheté un garage automobile pour réaménager la boulangerie, pour avoir plus d'espace, un plus grand labo, un meilleur accueil pour les clients, un plus beau magasin et surtout pour que le tout soit en plein pied. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai repris l'entreprise donc avec ma femme. Mes parents sont maintenant à la retraite. L'entreprise, on est 25 personnes à y travailler. On livre des lycées, une cuisine centrale, des maisons de retraite, collèges, un magasin bio. On livre des dépôts. On peut recevoir nos clients en salon de thé. On a essayé de développer le snacking, donc on propose des repas de midi. On est ouvert de 4h30 le matin à 18h30 le soir, du lundi au samedi, sans interruption. On ouvre très tôt le matin pour proposer à notre clientèle ouvrière de pouvoir acheter leur pain. Une journée de travail au sein de l'entreprise, c'est assez simple. Le premier commence à 1h du matin. Le dernier finit le soir à 19h30. Donc on voit vite que le labo est très peu vide. On a différents postes tout simplement pour avoir du pain frais toute la journée. Tous nos produits qui seront cuits aujourd'hui ont été faits la veille. Donc on a toujours au moins 24 heures de temps de repos sur notre pâte, donc la fermentation, pour apporter du goût, de la conservation. Tous nos produits sont faits maison. Chez Petit Jean, les pains tradition française sont réalisés avec une farine culture raisonnée, donc en blé français labellisé rouge. Les pains spéciaux sont concoctés avec une farine bio obtenue à partir de blé lorrain. Toutes les viennoiseries et les pâtisseries sont quant à elles pur beurre
et produite avec du lait bio. Quand mes parents ont commencé, ils avaient un petit laboratoire. Je me souviens très bien que mon père travaillait sur une planche en bois avec 2 tréteaux, avec un vieux t-shirt chez René du bar du village. Donc il a vraiment commencé tout en bas. À force de beaucoup travailler, il a réussi à investir dans des machines, à développer des nouveaux marchés. Au jour d'aujourd'hui, on a un super outil de travail, on a un beau labo avec des bonnes machines, ce qui me permet d'intéresser des salariés qui viennent de la France entière, formés au sein de l'entreprise. Quand on regarde en arrière et on voit où mon père a commencé et où on a réussi à arriver aujourd'hui, tout d'abord grâce à notre clientèle, ça fait beaucoup de fierté. Pour moi, pour mon père, pour ma mère. L'avenir de la boulangerie, je le vois de façon assez simple, c'est-à-dire maintenir un magasin, être vraiment présent sur la qualité, donc être derrière chaque produit tous les jours, essayer de faire mieux, être régulier sur la qualité, satisfaire les clients, essayer de travailler un maximum avec des collèges, des collectivités pour essayer de faire comprendre aux jeunes les circuits courts, les produits de qualité. Au jour d'aujourd'hui, on a la chance de revenir un peu vers ça, donc j'appuie vraiment ce côté-là. Et surtout une bonne équipe au sein de l'entreprise, une bonne ambiance de travail. Et à côté de tout ça, encore réussir à profiter de ma famille. Alors ce club est composé de 120 licenciés, 53 chevaux au total, dont 23 de propriétaires, sur une surface de 16 hectares. On a autant de chevaux ici parce que depuis toujours avec mon père, on a essayé de sauver des chevaux qui venaient de l'enfer. D'ailleurs, on a réussi. C'est pour ça que j'en ai autant ici et qu'on continue toujours à en chercher et à en sauver et à leur offrir une nouvelle vie. Alors oui, ça devient des chevaux de club, mais quand même, ils ont une meilleure vie. Alors, maintenant, ça va être le carrousel du cours de Camiche de 15h du samedi qui va vous présenter un carrousel sur le thème des Dalton et de Lucky Luke. Les chevaux, ils sont bien traités, ils ont beaucoup d'espace. Ouais, voilà. Et puis même entre nous, entre les gens qui montent, les moniteurs et tout, on s'entend tous super bien. Ouais, il y a une bonne ambiance. Il y a une super bonne ambiance. Ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très orienté vers la performance. Est-ce que je me trompe ? C'est avant tout de l'équitation plaisir. Ouais, voilà, c'est le loisir vraiment. Ouais. C'est un club familial, je pense. Ouais. Vivant. Ouais, très vivant, joyeux. Et il y a beaucoup de bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance et professionnelle aussi. Ouais. Et les monitrices, elles sont vachement impliquées dans le travail des cavaliers et tout. On n'est pas là pour bousiller les chevaux, on est là pour s'amuser. Alors on les prend à partir de 3 ans, mais par contre on va pas faire 1 heure entière, c'est une demi-heure de baby poney. Et à partir de 5 ou 6 ans, quand on voit qu'ils évoluent vraiment, on va les passer sur de l'heure. Et on fait de tout, de la voltige, pony games, dressage, obstacles. On varie un peu toutes les disciplines pour qu'ils s'amusent un maximum. J'ai commencé cette année et c'est trop bien. Je fais le retourner. C'est ma passion. C'est notre passion à tous qui sont là, je crois. Du coup, c'est vraiment un animal fantastique, un gâteau. Ouais. Depuis l'âge de 4 ans, je monte. D'abord, j'ai monté chez mon parrain, mais maintenant, je commence l'équitation en club et je me rends que c'est trop bien. Alors ici, on travaille avec toutes sortes de publics, toutes sortes de chevaux, et c'est ça qui fait la complexité du club, parce qu'on travaille dans le respect, autant des jeunes que des chevaux, des cavaliers. Voir, c'est pas un peu trop loin d'aller chercher tous les jours le cheval quand vous le montez ? Ça dépend où ils sont, parfois ils sont près ou parfois ils sont plus loin, mais ça ne nous dérange pas parce que ça nous fait toujours plaisir d'aller les chercher pour s'en occuper. Ce que j'aime bien à l'écurie, c'est que c'est très très convivial en fait. Tout le monde se connaît et vraiment il y a un grand respect des chevaux et c'est vraiment ça que j'apprécie vraiment ici. Et l'ambiance est super aussi. Ici, on fait aussi de la compète, mais pas de la compète juste d'obstacles, on fait du cross, parce que le complet est plus respectueux de l'animal. On a les 3 disciplines, dressage, obstacle et cross.
Es hat sich sehr vieles verbessert, seit Magali den Hof übernommen hat. Und wir sind sehr froh, dass sie da ist und hoffen, dass sie bleibt. En 2006, Eric Wagner crée à Lemberg Alliance Coordination, un petit bureau d'études. 3 ans plus tard, il s'installe à Sarralbe et crée WETP, Wagner Environnement Travaux Publics. Convaincu de son potentiel, il prend le risque d'emprunter et n'hésite pas à mettre en gage ses biens personnels. Et il a eu raison. La société connaît une croissance rapide. Il embauche 15 personnes et se retrouve rapidement à l'étroit dans ses installations. Il cherche alors un terrain à Sarreguemines. L'agglo et Espace Entreprise lui proposent un emplacement idéal sur la zone de Woestwiller. En 2014, il investit 1,5 million d'euros dans un bâtiment moderne et fonctionnel. C'est à partir de là que tous les matins, les équipes partent aux 4 coins du secteur. Leur spécialité, la construction de réseaux et de branchements individuels et collectifs. Pour passer en fait de la phase conception à la phase réalisation, il me fallait une entreprise de terrassement. Donc j'ai eu l'idée de créer WTP en 2009, qui est en fait une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux. En finalité, l'entreprise WTP n'est que la suite et le développement et l'expansion de l'Alliance Coordination. En 2016, WETP rachète un de ses sous-traitants, la société CMIT, Cartographie, Mesure et Investigation Technique. Une activité complémentaire qui va lui apporter une meilleure réactivité et des compétences supplémentaires. WETP compte aujourd'hui 40 salariés, dont 34 sont opérationnels sur le terrain. Les autres sont occupés au planning, à la gestion, au secrétariat et à la direction. L'activité réseau sec concerne la pose de réseaux de télécommunications, de gaz, d'électricité et d'éclairage public. Au fil du temps, la société a gagné la confiance de donneurs d'ordre tels que GRDF, Enedis et les collectivités locales. Certains chantiers durent une journée, d'autres plusieurs mois. Une astreinte est également assurée pour GRDF. Un moment inoubliable pour Eric Wagner, c'est le 11 septembre 2014, le jour de son anniversaire, quand on lui livre son camion aspirateur. La réception du camion aspirateur, effectivement, c'était le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'était lié au hasard, lié au calendrier? Je ne sais rien, mais en tout cas, c'était un moment très fort pour l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que le camion aspirateur, c'est un investissement de 500 000 €. Et lorsque je sais que j'ai commencé en 2006, tout seul, avec mon bureau d'études, avec 1 500 €, vous voyez le chemin parcouru jusqu'à 2014. Quoi. Le camion aspirateur est pour nous un outil indispensable parce que, premièrement, il réduit énormément la pénibilité au travail, augmente la productivité sur nos chantiers, nous permet de travailler en sécurité par rapport au réseau existant. Le camion, d'une valeur de 500 000 €, n'est pas étranger au prix remporté en 2013 et 2014 par WETP, un prix dédié à une entreprise méritante lors du challenge sécurité des travaux à proximité des réseaux d'énergie. Un deuxième camion aspirateur est en commande, livraison fin 2019. WETP, en chiffres annuels, ça donne 350 branchements, 22 000 mètres de réseau divers, l'enfouissement de 5 000 mètres de réseau aérien. Quelques 2000 barrières de sécurité sont posées en permanence et on compte 40 cartes grises de véhicules. Mon objectif est de pérenniser l'emploi de mes salariés dans des conditions de travail optimales. Développer la culture entreprise autour de l'ergonomie, l'organisation et le respect de l'environnement. Aujourd'hui, notre carnet de commandes nous permet d'être serein, mais rien n'est acquis et tous les jours est un autre défi. Et comme je répète souvent à mes collaborateurs, anticiper, c'est l'avenir. WETP prévoit 5 nouvelles embauches, un avenir serein et plein de promesses à l'image du marché remporté à Illange. 3 km de réseau gaz seront posés pour l'alimentation de la mégazone. Un marché obtenu face à de grandes entreprises nationales. Les
motivation première de mon père, ça a été de vouloir se mettre à son compte et de gérer sa propre entreprise et de développer ses propres produits en fait. Vu la forte demande qu'il y avait dès le départ, le garage ne suffisait plus et il fallait ensuite construire plus grand pour avoir un atelier adapté avec les machines adéquates. Ainsi sont nés les ateliers Denis Siebering à Reerswiller. Créée en 1996, l'entreprise s'est développée à plusieurs reprises. Une première fois en 1997 avec la création du bâtiment que l'on connaît aujourd'hui, puis en 2002 avec un agrandissement permettant d'accueillir plus de matériel et de renforcer la production. Aujourd'hui, la structure compte 9 salariés. Ça s'appelait à la base les ateliers Denis Siebering parce que c'est le nom qui a été utilisé pour créer la SARL. Depuis l'année dernière, en fait, je suis devenu co-gérant de l'entreprise et j'en ai aussi profité pour changer le nom commercial. L'entreprise s'appelle maintenant la Vitrerie Siebering. Se définissant comme une entreprise de décoration et de façonnage du verre plat, la Vitrerie Siebering allie tradition et modernité dans la réalisation de ses produits. Le verre, on le découpe soit à la main, donc de manière traditionnelle, avec un coupe-verre qui a une tête en carbure de tungstène, ou soit on a aussi une commande numérique. Et là, on entre les données dans un ordinateur avec les mesures exactes et ensuite la machine coupe le verre automatiquement. Il se peut que des fois, pour des choses très particulières, la machine ne peut pas encore interpréter ce que doit faire la main de l'homme. Ensuite, le verre est décoré. Alors, il peut être décoré soit par sablage ou soit par laquage. Et là, récemment, on a encore développé la dorure sur verre. En général, les clients arrivent ici, on les conseille dans ce qu'ils veulent obtenir, que ce soit pour une paroi de douche, pour une porte en verre, pour un garde-corps et autres. Donc on leur réalise un devis, on leur fait aussi une création spécifique s'ils veulent avoir un décor par-dessus. Et les bénéfices du verre, c'est que ça permet de jouer avec la transparence, avec la luminosité naturelle et d'agrémenter positivement l'architecture d'intérieur des habitations. Travaillant aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, l'entreprise effectue également la pose de ses produits. Parmi les nombreuses réalisations qu'elle propose, la Vitrerie Siebering sait mettre en avant une de ses spécialités, le vitrail d'art. On pense souvent que le vitrail n'est qu'un objet décoratif, alors qu'en fait, avec sa translucidité et avec sa coloration, on peut apporter une ambiance particulière dans un lieu. Alors là, il faut étudier l'architecture, il faut étudier le lieu et aussi prêter attention à la luminosité. Par exemple, pour une église, on va plutôt apporter une ambiance de paix et de recueillement. Alors qu'on va peut-être pas faire la même chose pour une salle de bain, ou on va peut-être pouvoir apporter une coloration beaucoup plus vive, c'est au cas par cas. Ensuite, il faut réaliser la maquette à l'échelle 1 pour la découpe du verre. Une fois que le verre est découpé, on peut le décorer, soit le graver, ou encore faire de la peinture sur verre avec de la grisaille. Et à la fin, nous aussi, ce qu'on fait, c'est que le vitrail, on le met sous double vitrage pour une meilleure isolation pour les habitations contemporaines. Comme grand chantier qu'on a fait dans le coin, on a travaillé pour les haras de Strasbourg par exemple, où là il y avait beaucoup de décorations très spécifiques à réaliser. On a travaillé aussi pour beaucoup de bijouterie, où à chaque fois il fallait développer de nouvelles techniques en ce qui concerne l'aménagement en verre, ou encore la pose de miroirs complexes, la décoration spécifique qui est demandée par les architectes et designers avec qui on travaille. C'est à chaque fois de nouveaux défis qu'il y a à réaliser en fait. L'entreprise s'occupe également de la restauration de monuments religieux comme les chapelles et les églises. Depuis plus de 20 ans, elle a su se faire connaître à l'échelle locale et nationale en repoussant ses limites. Une vision d'excellence à l'image des artisans du pays de Bitche. Depuis 80 ans, Mont-Royal fabrique des verres ophtalmiques à Götzenbrück. Pas étonnant lorsque l'on sait qu'il s'agit de l'un des berceaux de l'optique grâce à sa proximité avec les compétences utilisées par les cristalleries. Forte de ses 51 salariés, l'entreprise intervient sur tout type de verre, avec tout type de traitement et offre une large gamme de produits. Mais concrètement, des verres de lunettes, ça se fabrique comment ? Fabriquer un bon verre ophtalmique chez Mont-Royal, ça prend 3 jours. Entre le moment où l'opticien passe la commande et le moment où il va le recevoir. La première étape de fabrication consiste à partir d'un semi-fini, à réduire celui-ci de façon à pouvoir non seulement obtenir l'épaisseur souhaitée, mais également lui conférer les caractéristiques optiques essentielles demandées par nos clients opticiens. Après l'étape de surfaçage, le verre est fragile, on a besoin de le protéger. Pour cela, on passe à une seconde étape qui est l'étape dite de vernis.
auquel on va adjoindre sur la face interne et externe du verre un produit protecteur qui permettra en outre d'éviter que le verre se raye trop facilement. Après l'opération de vernis, votre verre est protégé contre les rayures, mais également contre la poussière, contre l'eau. Normalement, vous voyez correctement, mais ça ne suffit pas. Chez Mont-Royal, on s'occupe de votre santé visuelle. Pour cela, on va adjoindre en complément de vernis des traitements invisibles sur le verre en tant que tel pour vous protéger contre la lumière naturelle du jour, mais également contre cette fameuse lumière bleue qui tend à dégrader votre acuité visuelle dans le temps. Mont-Royal associe 2 process de fabrication. L'un avec des machines de haute technologie et l'autre avec un savoir-faire artisanal, voire manuel. La plus belle illustration est en fait l'atelier de coloration. La coloration, qu'est-ce que c'est? Nos clients opticiens et leurs porteurs souhaitent avoir des verres correcteurs solaires. Pour cela, la technique de fabrication reste très manuelle car il nécessite de tremper les verres dans ces bains de coloration de façon à pouvoir obtenir la couleur souhaitée. Et ce n'est pas tout. L'entreprise se développe et se diversifie en élargissant la gamme des services proposés à ses clients. Chez Mont-Royal, on offre un service supplémentaire aux opticiens qui s'appelle le télédétourage. C'est l'opération qui consiste en fait à tailler les verres à la forme exacte de la monture de façon à ce que, une fois que l'opticien réceptionne les verres, il n'y a plus qu'à clipser le verre dans la monture et à pouvoir le délivrer à son porteur. Nos clients sont les opticiens et la particularité, c'est qu'on ne travaille qu'avec des opticiens indépendants. Les points forts, proximité, tous nos verres sont fabriqués en France, origine France garantie. C'est un point extrêmement important pour la qualité de service, l'ancienneté et enfin, pour finir, les 51 personnes qui œuvrent pour la fabrication des verres ophtalmiques de Mont-Royal. Bienvenue à la scierie Bernard Rimlinger à Montbronne. Créée dans les années 1930 par Nicolas Rimlinger, reprise en 1967 par son fils Joseph, puis transmise en 1994 à son propre fils Bernard. Aujourd'hui, elle est en cours de transmission au dernier représentant de la génération, et donc, pour résumer simplement, c'est une entreprise familiale et qui le reste. Spécialisée dans le sciage de résineux et la charpente traditionnelle, l'entreprise propose aujourd'hui des poutres, des poutrelles, des lattes, des planches, mais également la pose de charpente. Pas de bois de chauffage donc, tout est orienté pour la construction, l'activité charpente comme scierie représentant chacune 50% du chiffre d'affaires. Mais la particularité de la scierie Rimlinger, c'est aussi et surtout une démarche éco-responsable. Nous nous approvisionnons en local, dans les forêts principalement de Saint-Louis, Bitche, proche Alsace. Notre bois vient de forêts gérées durablement et comme nous nous approvisionnons dans les 30 km autour de l'entreprise, on n'a pas beaucoup d'émissions de CO2 dues au transport. Éco-responsable et moderne puisque l'entreprise investit dans du matériel afin de toujours satisfaire les besoins de sa clientèle et de façonner par exemple une centaine de charpentes par année. Donc nos clients sont principalement des particuliers, des entreprises de construction ou des couvreurs. Nos équipements nous permettent d'être très réactifs, notamment avec la commande numérique et la scie à ruban qu'on a récemment achetée. Pour l'avenir, nous souhaitons pérenniser notre entreprise et acquérir du nouveau matériel, notamment une raboteuse 4 faces. Une affaire de famille qui se rapproche donc du siècle d'existence et qui est partie pour durer. En tout cas, on touche du bois.